Bonjour et bienvenue dans le premier épisode 2023 de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, nous nous déplaçons à Feurs et vous allez découvrir l'univers incroyable de cet homme qui a su allier l'ensemble de ses passions pour en faire sa vie professionnelle. Un homme passionné et passionnant. Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Salot de l'entreprise Sportiste. Vous pourrez retrouver cette interview en version intégrale sur toutes vos plateformes. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Jérôme, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Alors, présenter mon entreprise. Donc, la dénomination, c'est Sportiste. Alors, d'où est-ce que ça peut venir ? Un nom pareil. C'est tout simplement la contraction de sportif et artiste. Artiste en anglais, STS à la fin, c'est compliqué. Qui a ses commencements avec pour vocation quasi exclusive la production de spectacles visuels, acrobatiques, chorégraphiques, sportifs. C'est devenu aussi, et beaucoup, une agence événementielle pour les entreprises ligériennes qui ont envie de faire communiquer par l'événement. Ok. Vous avez des actualités brûlantes ? On a eu l'occasion d'animer dans tous les sens du terme une rencontre de basket des enfants du Forêt de Feurs. C'était le derby qui les opposait à Andrézieux. Et donc ça s'est très bien passé sportivement puisque nous avons brillamment écrasé l'équipe d'Andrézieux. Donc ça c'était un premier point satisfaisant. Mais ça s'est également très bien passé autour puisque moi pour les enfants du Forêt de Feurs, pour l'équipe de basket de Feurs, je m'occupe de l'activation des partenariats, je m'occupe des partenaires et on avait organisé toute une réception. Les partenaires titres de l'événement, c'était Général d'Optique à Feurs et puis le pôle formation Loire Romardèche qui étaient les deux parrains de la rencontre, et on a organisé une réception autour de tout ça et ça s'est fort bien passé avec beaucoup de monde. Les gens étaient forcément très enthousiastes parce que ça s'était bien passé sportivement, donc la fête s'est continuée pendant toute la durée de la soirée et de la nuit. Vous êtes né le 5 août 1974. Eh oui, aussi très dernier, oui. Oui. Comme beaucoup de monde encore, le siècle dernier. Oui, encore, on est encore une petite minorité à être né au siècle dernier, oui. Donc le 5 août 1974 à Feurs, Vous avez grandi à Feurs, et aujourd'hui vous travaillez à Feurs. Et ouais, je vais très sans doute mourir à Feurs aussi, j'annonce. Donc tout se passe à Feurs. Vous étiez qui petit, Jérôme Salot ? Alors petit, j'étais pas très grand. Non, petit, j'étais déjà ce qui n'est pas évident pour tout le monde, pour ceux qui me connaissent un petit peu, même beaucoup. J'étais un mordu de football, j'étais un footeux. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et j'étais vraiment bercé, passionné par ça. Et puis, au fur et à mesure de mon adolescence, ça a un peu plus, ça s'est teinté de basket avec une grosse passion pour la NBA. C'était la période à laquelle il y avait des gens comme Michael Jordan et Magic Johnson notamment qui œuvraient. C'était des affrontements épiques et de cette passion naissante pour le basket, c'est devenu dévorant au lieu d'être juste naissant. Une autre grande passion, c'est la musique et l'animation. Et je suis DJ depuis que j'ai 12 ou 13 ans, je crois. Et en tant qu'élève ? En tant qu'élève, alors à ne pas répéter, mais souvent on le dira à personne. On dira à personne, mais de toute façon c'est pas le but. Souvent quand on évoque la période scolaire, j'ai pas souvenir d'avoir fait des devoirs avant le lycée, donc ça étonne beaucoup de monde, mais j'ai pas de souvenir d'avoir travaillé spécialement. J'ai bien rigolé. Et après l'école à proprement parler, les études supérieures ? Ouais, les études supérieures, donc alors moi j'ai fait des études d'économie, on va dire, et puis après des études en gestion, en management. Là pour le coup aussi c'était assez sympa, et c'était d'autant plus sympa que le type d'études que j'ai fait, alors ça n'existe plus ce genre de truc là, mais à l'époque j'ai fait ce qui s'appelait un IUP, Institut universitaire professionnalisé, et en l'occurrence j'ai fait partie de la
première promotion du premier IUP qui s'était créé à Saint-Étienne. C'était à Saint-Étienne, une université Trèfelerie, Jean Monnet. Là. Et le truc, c'est que dans la mesure où on était la première promotion, donc oui, certes, on essuyait les plâtres, mais aussi en même temps ça a permis de créer tout ce qui existe toujours d'ailleurs là-bas, donc l'association des étudiants de l'IUP, ensuite quand on a terminé le truc des anciens, enfin voilà, donc c'était c'était forcément hyper enrichissant parce que forcément voilà, hein, c'est à ça que ça sert, hein, les études, mais en plus le fait d'être un peu les pionniers sur cette formation là, ça a de fait obligé à créer des choses. Et en parallèle avec les études supérieures, donc il y avait le basket qui se dessinait, ouais. La musique toujours. Toujours. Et est-ce qu'il y avait un projet professionnel qui commençait à sortir ? Hasard des choses, hasard des calendriers, le monde est bien fait. Août 97, je finis l'armée, donc je suis censé, ça y est, me retrouver dans la vie active, la vraie, pour les vrais gens qui ont des vrais métiers. Et en l'occurrence là, eh bien on est sollicité avec l'équipe de la troupe de basket acrobatique qu'on avait créé à l'époque. On est sollicité pour faire pour la première fois un contrat rémunéré pour présenter les spectacles qu'on présentait de manière tout à fait associative jusqu'à présent. Et donc on est sollicité par Disneyland Paris pour un festival qui s'appelait le Festival California Dream. Pendant 2 mois, les gens qui voient le spectacle et on se dit mais il y a peut-être bien un truc à faire avec ce spectacle-là. Je vous coupe juste par curiosité. Comment on peut faire du basket acrobatique dans la région de Feurs ? C'était sur Feurs. Et être approché par Disneyland, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une notoriété, il y avait déjà une reconnaissance du travail que vous aviez Alors, effectivement, il y avait une notoriété qui s'était construite en rapport avec la partie associative, parce qu'on faisait ça en associatif le week-end, en plus de nos études. Mais on avait commencé à acquérir pas mal de notoriété dans le milieu du basket, en l'occurrence, puisque c'est de là dont c'était issu vraiment. En sortant de ce truc-là, la décision est prise d'en faire une activité professionnelle, une vraie activité avec laquelle on peut vivre de sa passion, tant mieux. Et puis voilà. Ouais. Donc là, vous créez votre première entreprise. Cette première société, elle est 100% dédiée à ce type de spectacle, le spectacle basket acrobatique. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. L'apogée de ça, c'est qu'on va jusqu'à faire les Jeux Olympiques à Athènes en 2004. Donc en l'occurrence, les Jeux Olympiques à Athènes étaient le tournoi de basket des Jeux Olympiques à Athènes était organisé par la NBA. C'est la NBA qui avait eu le contrat pour organiser le tournoi. Il m'appelle en janvier 2004 et il me demande si on serait dispo pour animer un tournoi de basket qui va avoir lieu sur la saison d'été, sur toute la saison d'été, donc l'été 2004. Donc moi j'ai dit top, vraiment, ouais, bien sûr qu'on est dispo. Enfin, ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre pour gérer ça, et là ils viennent vous voir, vous. Ouais. Alors là, fou. ouais, et puis là surtout que clairement l'activité, le basket acrobatique, on n'a rien inventé, c'est eux qui l'ont inventé, c'est les Ricains qui l'ont inventé. 1979, Ty Cobb qui invente ça, donc je veux dire c'est un truc, c'est connu, hyper connu, supra connu, archi connu aux États-Unis, et on se rend compte que non, ils ne connaissent plus du tout la pratique en équipe, et donc on se fait connaître déjà en NBA, enfin pas NBA, c'est de la NCAA là, on se fait connaître un petit peu aux États-Unis parce que on réimporte quelque chose, mais donc voilà, tout ça amène au fait que la NBA pense à nous pour ça, pour ce fameux tournoi de basket qu'ils doivent organiser sur l'été 2004. Ouais. Après, vous créez Sportiste quasiment dans la foulée. Ouais. C'est lié ? Ouais, tout à fait. C'est lié au fait que cette activité basket acrobatique dont on parle depuis tout à l'heure, ça a marché, ça a bien marché, ça a très très bien marché. Ça a peut-être un petit peu trop bien marché, et donc ça a créé des tensions entre les gens qui faisaient ça et ou qui s'occupaient de ça. Donc du groupe de départ, on a splitté, quoi, tout simplement. Donc le constat, c'est de se dire tiens, effectivement, quand on fait des événements à droite à gauche, en France, ailleurs, on retrouve assez souvent d'autres spectacles qui ressemblent au nôtre, donc du spectacle sportif, acrobatique, etc. Et donc moi je me dis, mais tiens, au lieu de
au lieu d'agir chacun dans son coin les uns les autres, là, si on se réunissait sous une bannière commune, sport artistes, les artistes du sport, voilà. Si on se réunissait sous une bannière commune, ça permettrait tout simplement de garder le client final et de lui proposer quelque chose de divers et varié et de pouvoir faire ça d'année en année. Oui, parce que 2 ans après, donc là on est en 2005, 2007, Stade de France. Ouais, on fait le premier Stade de France. Alors faut expliquer quand même. Ouais, il faut se calmer. Hein. Quand on dit on fait le Stade de France, c'est pas Johnny qui fait le Stade de France. Hein. Restons à notre niveau. Ouais, on fait le premier Stade de France en 2007, janvier 2007. À l'époque, se faisaient encore des matchs de rugby, délocalisés au Stade de France pour le Stade français. Et donc là c'était un match Stade français contre l'ASM, contre Clermont. Clermont, ouais. Et le truc c'est que autour de c'était l'époque de Max Guazzini qui était à la manœuvre pour tout ça. Et lui on va dire son credo, c'était de dire pour amener du monde au Stade de France, pour que les gens viennent nous voir, pour avoir 80 000 personnes voir jouer le Stade français, il faut qu'on leur amène du show, quoi. Il faut qu'on leur amène du sportainment, de l'entertainment dans le sport. Autre lieu plutôt emblématique du spectacle français, l'année d'après, mars 2008, première Olympia. Ah ouais. Ouais. Et pourquoi alors là, c'est pas du basket acrobatique, j'imagine? Non. Alors encore une fois, on a fait l'Olympia. C'est pas Beko non plus, hein. C'est pas Beko non plus. Non, l'Olympia, on avait fait ça. Donc en 2008, la première fois qu'on le fait, c'était avec des danseurs hip-hop. Vous savez, le breaking, là, le truc qui va être aux Jeux Olympiques à Paris. Là. Voilà. Et dans le cadre du festival Paris fait sa comédie, je sais plus si c'est chaque semaine ou un truc comme ça, mais il y avait une carte blanche qui était donnée à un des humoristes. C'était des gens qui faisaient du stand-up qui se présentaient. Et alors, en l'occurrence, c'était Anne Romanoff qui avait la carte blanche en question. Et Anne Romanoff elle avait kiffé le spectacle de break qu'on proposait. Et elle avait voulu qu'on fasse sa première partie avant le début de son spectacle, quoi. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout est génial. Il y a dû y avoir des moments difficiles. Est-ce que vous avez eu des épreuves dans cette aventure? Déjà le truc, c'est que ça, la partie, la fin de la partie basket acrobatique avec mes ex-associés, ça n'a pas été drôle du tout, ça. Mais vraiment pas du tout. Ça s'est très très mal terminé. Donc ça, des amis, j'imagine. C'était pas marrant. Ouais, c'était des amis à la base et après plus du tout. Donc ça, c'était pas drôle. Après, il y a eu des moments aussi qui étaient un peu plus difficiles, mais c'est pas difficile dans le sens, c'est-à-dire que c'est super. On a fait des spectacles sur toute la planète, vraiment partout. Donc c'est cool, c'est vraiment bien. On navigue partout, on voit plein de pays, Sauf que les pays, on les voit pas du tout, parce que quand on fait des spectacles, quand tu vas faire un spectacle de je sais pas moi, de 7 minutes à Dubaï, tu passes 3 jours dans les avions et 7 minutes à Dubaï, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est la contrepartie du truc. C'est super sympa de voyager, etc. Mais par contre, voilà, il faut. Ça manque de tourisme. Ouais, ça manque de tourisme, ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, à chaque fois, tout le temps, on est dans le speed. Il faut préparer le truc. Une fois que tu es sur place, il faut mettre en place pour que ça se passe bien. Nanana. Tu penses absolument pas. Tu sais pas où tu es, en fait. Est-ce que vous avez eu au cours de votre vie, ou encore toujours des personnages importants, des mentors, des choses inspirantes, des personnes inspirantes, des personnages de films, j'imagine des sportifs aussi? Ouais, alors effectivement, la première, quand on parle de personnage inspirant, le premier qui me vient en tête, c'est Michael Jordan, parce que voilà, j'étais fan du personnage, du sportif, voilà. Même si j'ai pas gratté pour savoir comment il était dans la vraie vie, hein. Moi, c'était ses exploits qui guidaient ma passion, on va dire. J'ai des influences musicales assez marquées sur la musique électronique. Et j'aime bien des personnages comme on a en France
Alors je sais pas si c'est le plus grand, mais pour moi c'est le plus grand, tant pis. Hein. On a en France un DJ producteur qui s'appelle Laurent Garnier. Tout le monde ne le connaît pas et je comprends pas que tout le monde ne le connaisse pas, c'est pas possible. Quand j'ai préparé l'émission, je vous demandais quelles étaient vos valeurs fondamentales. Vous m'avez répondu une phrase: mieux vaut fermer sa bouche au risque de passer pour un abruti plutôt que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Ah ça c'est ma phrase. C'est pas très voilà, c'est pas très fin, mais ouais, c'est-à-dire que tout est dit dans cette phrase-là. Ouais, quoi. je crois. Hein. Tout est dit dans cette phrase-là, parce que justement très souvent, à trop vouloir l'ouvrir, à trop vouloir faire entendre sa voix, on finit par plus être audible du tout, et surtout ça, ne laisser aucun doute au sujet du fait qu'on n'est pas si intelligent qu'on voudrait le faire paraître. Ouais. Quand je vous demande la définition de vous-même aujourd'hui, vous me dites survivant grâce à une adaptation constante. Ouais, alors ça fait un peu référence, alors éventuellement aux petites épreuves dont on a parlé, mais aussi à l'actualité, aux récents événements sur la crise sanitaire, etc. C'est-à-dire que nous, dans le domaine de l'événementiel, nous sommes le seul pays au monde qui a fait le choix de la culture et qui a mis en place ce qu'il faut pour justifier ce choix de la culture. Je m'explique. En France, on est peut-être le seul pays au monde où les artistes, les gens de la culture, sont payés pour préparer leur spectacle, pour pouvoir vivre de leur art à temps plein, quoi. Qu'est-ce que ça donne ? Moi, je m'en rends compte forcément en ayant navigué un petit peu partout sur la planète. Systématiquement, tu vas dans tous les pays, partout dans le monde, tu retrouves quoi ? Des artistes ? Tu retrouves des artistes français. Pourquoi ? Parce qu'on a les meilleurs artistes au monde. Pourquoi ? Parce que nos artistes peuvent préparer et vivre de leur art. Donc, le rayonnement de la France à travers la culture, il est mondial grâce au système qu'elle a mis en place, parce qu'elle a choisi la culture. Et comment vous faites aujourd'hui pour développer votre business ? Alors les artistes, je vais commencer par la fin. Les artistes, c'est vraiment du travail de fond. Au niveau de la clientèle, je vais le découper en deux. Sur la partie production de spectacle, présentation de spectacle, on est identifié en tant que tel, et on a je vais pas dire une renommée parce que c'est tellement dans un petit monde que ça peut pas s'appeler une renommée, mais voilà, on est connu, les gens savent qu'on fait ça. Sur la partie agence événementielle, et plus particulièrement sur la partie les événements d'entreprise qu'on développe ici en Rhône-Alpes-Auvergne, plus particulièrement. Là, je vais aborder un sujet hautement stratégique. Fin 2015, on a créé un premier groupe BNI. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. On a créé un premier groupe BNI à Feurs. Peut-être vous pouvez nous le rappeler pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Ouais, alors BNI, c'est Business Network International. Yeah, baby. Donc c'est un concept américain. Et le principe de base, qui est en gros la systématisation de son marketing de bouche à oreille, ce qu'on fait tous là, BNI c'est une méthode pour systématiser ça, dans l'objectif de développer cet aspect-là de mon activité, c'est-à-dire la partie agence événementielle pour les entreprises locales. Donc on arrive bientôt à la fin de l'émission, c'est l'heure d'accueillir votre invité Jérôme. Aujourd'hui vous avez choisi d'inviter qui ? J'ai choisi d'inviter Vicky Few, qui est avec nous cet après-midi, parce que elle a une particularité dont elle ne se rend absolument pas compte, c'est qu'elle a un métier, une activité qui est assez proche de ce que je fais moi, au niveau des partenaires que je peux gérer ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est une activatrice de business. Vicky, bonjour. Bonjour. Ça vous fait rire ? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors du coup ? Pourquoi ça me fait rire ? Non, quelle est votre activité ?
Alors, la toute première, je suis courtier en prêt immobilier, en regroupement de crédit et prêt travaux. Donc ça, c'est parce qu'il fallait faire quelque chose de sérieux. Et puis, comme j'avais encore un peu de temps, eh bien, je m'occupe, tout à l'heure, il a parlé des groupes BNI. Eh bien, je gère plusieurs groupes sur la région. Voilà, puisque j'ai commencé l'aventure BNI. Puis, voilà, une petite dernière activité qui est prenante, mais qui est fort enrichissante, c'est que je suis conseillère municipale en charge des seniors sur la ville de Roanne. Pour vous, votre avenir, c'est quoi là prochainement ? Alors, comme je vous l'avais dit un petit peu en off, c'est effectivement le courtage. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien créer. Le courtage, ça fait 10 ans. Ça roule. Donc forcément, comme ça roule, je m'ennuie. Donc si je peux me rediriger plutôt sur la partie plutôt fun, j'avoue que ça serait plus sympathique. Et Jérôme, vous, votre avenir, comment vous le voyez ? Je pense que ça va se développer de plus en plus justement l'activation des réseaux, justement des partenaires, puisque tout le monde est tout à fait conscient que ça passe par là et ça ne passera très sans doute que par là, par la suite. On voit bien dans la conjoncture actuelle que les motivations principales des gens pour rejoindre les réseaux, c'est que justement ils ont compris que ça marche, ça fonctionne et ça fonctionne de mieux en mieux, de plus en plus parce que tout le monde a compris que ça fonctionnait. On parle beaucoup de réseaux là pour développer le business. C'est des réseaux en présentiel. Vous voyez comment l'avenir ? Parce qu'il y a forcément la concurrence. On pourrait se dire, il n'y a pas besoin de faire du présentiel parce qu'on trouve tout sur Google, on trouve tout. Quel est l'intérêt du coup ? Comment vous voyez ça ? J'ai envie de dire, regardez, on aurait pu le faire en visio, finalement non, en physique. Le lien restera quand même très important, je pense, et effectivement, malgré le fait qu'on puisse aujourd'hui échanger avec le monde entier, la proximité fait que ça permet quand même de développer plus facilement, je trouve. Très bien. Vous êtes impacté, Jérôme, vous, par le côté visio, justement, il y a de la concurrence peut-être sur des événements qui pourraient se faire par hologramme, où il n'y aurait plus besoin de se déplacer Alors effectivement, oui, j'étais très déçu quand je suis allé voir l'avant-dernière création du Cirque du Soleil sur la vie de Michael Jackson qui s'appelait The One, et on avait Michael Jackson qui apparaissait en hologramme. Je me suis dit, zut, je me suis fait avoir. Donc oui, ça m'a déçu. Non, c'est pas un souci, au contraire, c'est ce vers quoi on va de plus en plus. Sauf que les gens continuent à se déplacer, dans les salles, dans les festivals, dans les spectacles ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut être multicanaux, c'est tout. Côté business, vous partagez ça, Vicky, aussi ? Oui. Le côté multicanal ? Réseaux, on peut pas faire. Les réseaux sociaux, je veux dire, on peut pas faire autrement. Le réseau numérique. Non, c'est sûr, on sera obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Et effectivement, comme l'a dit Jérôme, ça permet justement de toucher le plus de monde possible, puisque quelle que soit la manière de faire ou de penser, on a une manière de pouvoir réseauter. Nous sommes dans un moment où on peut faire les deux en même temps sans que l'un pénalise l'autre. Et encore une fois, quand on parlait tout à l'heure d'adaptabilité, ça en fait partie. On s'y est mis un peu contraint forcé aux histoires de visio, faire des réunions sur Zoom, etc. Sauf que, oui, contraint forcé, on avait l'impression d'être forcé au début, sauf que finalement, c'était un formidable moyen de sortir de l'isolement qu'on avait à cette époque-là, quand on était en confinement. Ouais, ça n'a pas été destructeur, je pense pas. Ouais, et ça a été créateur de quelque chose ? Ça a été peut-être même une révélation pour certains. Ouais. Vicky aussi, c'est quelque chose dans votre métier, quelque chose qui a évolué, ça ? Moi complètement, puisque je faisais à peu près 100% de mes rendez-vous en physique avant. Et aujourd'hui, je pense que hormis mon rendez-vous banque, c'est-à-dire le rendez-vous final, je ne fais quasiment plus de rendez-vous physiques au départ. Moi aussi, ça m'a fait bizarre de ne plus les recevoir, de plus échanger. Alors, contrairement à Jérôme, moi, j'adore le physique. Jérôme aime la visio. Donc, moi, d'un seul, ne plus voir les gens, c'était un peu compliqué. Et puis, finalement, on s'habitue à tout. Et je pense que les clients sont pareils. On en revient toujours à l'adaptabilité, Jérôme ? C'est ça. C'est exactement ça. Bon, merci beaucoup Vicky Few d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Jérôme Salot d'avoir accepté aussi de me recevoir aujourd'hui. Comme à chaque fois, je demande à mes invités un petit cadeau à la fin. Ah oui. Donc voilà, c'est pour vous l'heure de me faire votre cadeau.
Votre porte-clés, qui n'est pas tout à fait un porte-clés, c'est mais pas presque. tout à fait un porte-clés, c'est un porte-clés autour du cou, un tour de cou. Voilà. Donc en l'occurrence, c'est le tour de cou du club Forésium. Le club Forésium, en l'occurrence, c'est un club de partenaires du sport, le club des partenaires du sport dans la plaine du Forêt. Et l'ambition du club Forésium en question, c'est justement de pouvoir faire passer le message, l'idée que oui, certes, on peut ne pas être passionné ou impliqué dans tel ou tel sport ou telle activité, et pourtant c'est un vecteur aussi pour faire du business, pour rencontrer des gens, pour élargir aussi ses horizons. Donc voilà, le cadeau du jour, c'est le tour de cou du club Forésium, le club des partenaires du sport dans les forêts. Merci beaucoup Jérôme. Merci. À bientôt. Merci Vicky. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.